Lévi, un médecin en quelques minutes. Non mais je comprends pas, j'ai des infections urinaires à répétition et ça veut juste pas partir. Et t'as essayé le truc dont je t'ai parlé ? Allô Alice, je t'entends plus. Allô ? Et si s'occuper de sa santé était plus simple ? Avec Lévi, consultez facilement depuis chez vous un médecin en vidéo avec votre téléphone ou votre ordinateur. En cas d'infection urinaire, de règles douloureuses ou de syndrome prémenstruel, trouvez un médecin à qui parler 7 jours sur 7, de 7h à minuit. Lévi, un médecin en quelques minutes. Allez, mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je vais aux toilettes. Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, nom de... C'est de la pomme de terre. 30 secondes. Alors attends, qu'est-ce que j'ai là ? J'ai un truc dur. Ça coûte, c'est marrant, on a un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre ? J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer chez toi ? J'ai pas envie de rentrer chez moi. Je veux pas rentrer chez moi. Il est parti. C'est la catastrophe. J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2, 1, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue dans Micro-ondes, le podcast dédié à l'émission Top Chef sur M6. Je suis Raoul Villeroy, on est parti pour une petite heure ensemble à débriefer l'épisode de Top Chef saison 12 qui a eu lieu mercredi soir, hier soir pour nous qui enregistrons le jeudi. Aujourd'hui, une brigade de choc, je suis d'abord avec Sébastien Polomeni. Salut Seb. Salut Raoul, salut à tous. Seb, très content de te retrouver dans l'émission, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait une ensemble. Oui, tout à fait, ouais. Ravi d'être parmi vous encore une fois. Trop bien, je rappelle Seb qui est notre caution bonne cuisine, cuisinier, vrai chef étoilé, tout ce que vous voulez, hein. Bien plus que nous en tout cas, et quand je dis nous, je parle aussi, mais c'est pas pour autant qu'on ne l'aime pas, de notre titulaire quasi indiscutable, hein, Lucas Vola, qui est là tout le temps. Salut Lucas. Salut Raoul, salut Seb. Bon, j'ai l'habitude de dire une petite chose en introduction, mais là j'ai strictement rien à dire. En plus, je suis arrivé en retard pour l'enregistrement, donc je vais faire profil bas, mais je suis ravi d'être avec vous, messieurs. Tu es tout pardonné, évidemment. On va revenir dans cet épisode sur l'émission Top Chef de ce mercredi 14 avril, la fameuse boîte noire, Baptiste éliminé, une nouvelle victime du Power Ranking micro-ondes, nos flops, nos tops et le Power Ranking. Donc, est-ce que tout le monde est prêt, messieurs ? C'est bon. Allons-y. Alors, c'est parti pour Micro-ondes Podcast. J'ai jamais étudié comment tourner un robot coupe, hein, j'en ai arrêté le coup. 30 secondes. Le show de Bruxelles aujourd'hui, on va le voir un petit peu comme la fille qui était pas très jolie quand on était à l'école en maternelle et on la recroise 10-15 ans plus tard. La meuf c'est devenu un canon de beauté, tout ça. Alors, ce petit débrief de l'émission d'hier, messieurs, la première épreuve, l'épreuve des deux sauces, avec le chef invité Arnaud Donquel, qu'on avait déjà vu cette année, puisque à chaque fois qu'on nous fait le petit résumé vidéo du parcours de Pierre Chaumet, eh ben on le voit qui dit ah ouais, Pierre, c'était vraiment quelqu'un de bien, machin et tout. Et donc évidemment, quand il arrive sur le plateau et qu'il voit Pierre, on remarque tout de suite la petite comment on peut dire, sympathie, la petite connivence entre les deux. Lucas, Arnaud Donquel, très sympa comme chef, on l'a vu, assez affable en compliments en tout cas. Oui, on a toujours l'habitude de dire que sur les épreuves de Top Chef, il y a un peu deux types de chefs, deux types de personnes qui jugent. Il y a ceux qui sont justement avares de compliments, qui taillent, qui sont impressionnants, qui font peur presque. On les voit, qui sont là, et puis voilà. Et puis il y a l'inverse, il y a les Arnaud Donquel, on va dire, ceux qui sont plutôt sympas, qui donnent des compliments à tout le monde, qui sont pas plus faciles à cerner, puisque souvent quand finit la dégustation, on a l'impression que tous les candidats vont gagner vu tout ce qu'ils disent. Ouais. Après c'est souvent un effet de montage pour garder le suspense, mais voilà, on avait l'impression que Arnaud Donquel il aimait bien tout, et puis c'est surtout que c'était pas fin, ça semblait sincère. Ouais. Et très sympathique Arnaud Donquel. Les 7 candidats donc avaient pour
épreuve pour objectif de faire un plat avec 2 sauces qui devaient être de textures différentes et qui devaient amener à une harmonie globale avec le plat, tout ce que vous voulez. Le format, c'était que 3 candidats étaient éliminés juste en goûtant la sauce et qu'ensuite le chef dégustait les 4 assiettes suivantes pour donner un gagnant qui partait directement en semaine suivante. On a eu... Alors, vous allez pouvoir me redire, mais j'ai pas bien je suis pas certain d'avoir entendu. La consigne, c'était de faire un plat à base de poulet ou pas? Parce qu'il y a eu que du poulet, donc je comprenais pas. Je suis pareil que toi. Honnêtement, j'ai pas compris. Je vois un premier poulet, deuxième poulet, volaille. Je dis, j'ai peut-être raté quelque chose. Lucas, t'as entendu ça à un moment ou... Non, je pense pas. Après, c'est vrai que ils sont souvent partis sur la volaille. Il y avait 2 jus à faire. Le premier, le jus de volaille, toujours un petit peu revisité, mais c'est vrai que c'est un jus entre guillemets facile, pas forcément à faire, mais en tout cas un jus facile à imaginer. Et ensuite, ils pouvaient se concentrer sur un deuxième jus, une deuxième sauce différente. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de volaille. Après, moi, on en a parlé entre nous. J'avais l'impression que ça vous choquait plus ou moins tous, pardon. Mais moi, ça m'a pas particulièrement choqué. Ils ont tous fait vraiment de la volaille. Oui, les 7, c'est pour ça. Moi, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, je veux bien que ce soit facile à aborder, machin, et tout, mais toi, Seb, ça t'a un peu déçu du coup que ce soit cette fois disons la même finalité de plat entre guillemets? Non, pas spécialement, ça allait. J'ai été content. J'étais plus en dedans au niveau des associations parce que beaucoup ont fait le jus de volaille avec l'émulsion d'herbe, donc plus ou moins twisté. C'est plus ça qui m'a déçu. Ouais. Là, j'essaie de retrouver un peu, mais je sais que par exemple, alors moi, le seul truc moi qui m'a un peu marqué, c'est peut-être les sauces de Baptiste. C'est vrai que de loin, Lucas, ça ressemblait un peu à un sundae, le truc quand il l'a servi, le chef. Oui, marqué, pas forcément de la bonne manière. En effet, bon, même si il fait partie des 4 qui sont passés, mais c'est vrai que c'était pas forcément celui qui me donnait le plus envie de goûter. Moi, alors puisque tu me le demandes, mais celle de Mathias, au visuel en tout cas, me donnait vraiment envie de la goûter. Ouais. Et celle d'Arnaud aussi, il me semble. Vraiment, il y en a 2 comme ça, et bon, il y en a une qui est pas passée, l'autre qui est passée, mais visuellement, en tout cas, c'est celles qui m'ont marqué, qui m'ont donné envie de goûter. Le seul, alors il y a Bruno qui s'est mis un handicap, je sais pas, mais en tout cas qui est parti sur 3 sauces, donc lui, voilà, pourquoi pas. C'était un risque qui n'a malheureusement pas payé. Seb, on a senti que sur cette épreuve-là, les 2 rouges, Momo et Arnaud, étaient dans les compliments que faisait le chef, avaient l'air très au-dessus, et ça s'est révélé vrai au moment du verdict. Ils ont eu l'air d'assurer sur cette épreuve-là. Ouais, surtout Momo, moi j'ai adoré. Bon, moi, venant du sud, tout ce qui est à base de poisson, j'adore. Donc en fait, c'est le seul qui a pris le contre-pied, donc a fait un jus corsé avec lié aux oursins, plus les rougets et tout. Lui, il avait l'air vraiment, vraiment, vraiment pas mal. J'ai bien aimé aussi celui d'Arnaud. Je pense avec son mélange d'épices. J'aurais été curieux de goûter avec la vanille, parce que la vanille, ça peut, si tu en mets trop, ça peut emporter le palais. J'aurais bien voulu goûter. Sinon, celui de Bruno, moi, me plaisait bien, quoi, avec les 3 cercles concentriques. Ouais, c'était joli. Mais je pense que c'est le goût du chorizo qui a tout emporté. C'est ce qu'avait l'air de dire le chef. Et je repense effectivement, Lucas, au plat de Mathias. Alors moi, j'ai appris hier que Mathias venait de Franche-Comté. Je ne savais pas, vraiment, je l'ai découvert. C'est faux, évidemment. Je n'en peux plus qu'à chaque plat qu'il nous fait, il nous ressorte que ouais, moi en Franche-Comté, ça c'est de la Franche-Comté. Et du coup, c'est terrible parce qu'à chaque fois, j'entends l'inverse au moment où il commence une phrase quand on lui présente le sujet. Et il dit alors ouais, moi les légumes oubliés. Et là, il a l'air mal à l'aise. Et là, j'entends le moment où il va nous dire bah ça pousse pas en Franche-Comté, hein, donc je connais pas du tout. Ok, mec. Bon. Donc on l'a dit, Sarah, Bruno et Mathias qui ne passent pas sur le test de la sauce. Les 4 ensuite, Bruno, non, je vais y arriver. Mohamed, Arnaud, Baptiste et Pierre qui sont dégustés. Et depuis le début, on nous a fait un peu croire que ouais, Arnaud donc elle va être super sévère avec Pierre parce que il le connaît, machin et tout. Sauf qu'au moment où il déguste le chef Donquel le plat, il dit bah ouais, il me connaît bien. On sent qu'il a mis des trucs qui ont eu l'air de le toucher. Et derrière, c'est Pierre qui gagne. Alors évidemment, sur Twitter, les gens ont commencé à s'emballer en disant waouh, c'est son pote, il le fait gagner. Ça avait l'air
meilleur, tu trouvais Seb, ce qu'il a fait Pierre, ou effectivement il a peut-être été un peu influencé par son pote, mais c'est normal. Bon, influencé, il y a eu la même chose avec Chloé quand elle a fait son épreuve sur le riz. Avec Barbeau, Pascal Barbeau. Voilà, c'est ça. Mais après, bon, son plat, c'était clinique, quoi. Donc après, à chaque fois, les chefs le répètent à chaque fois. La sauce, ça doit être un lien entre toutes les composantes du plat. Donc après, ben, c'est sûr qu'il a travaillé, c'est plus 2-3 ans avec lui. Donc c'est sûr qu'il sait comment il travaille. Donc il a essayé de taper dans le mille. Lucas, pas choqué non plus par la victoire de Pierre? Non, pas choqué parce que, alors tu parlais, tu disais, il a été un petit peu influencé par son pote. Alors je vais peut-être dire une énorme bêtise. J'ai jamais été dans le milieu de la cuisine à proprement parler, mais de ce qu'avait l'air de dire Pierre, il a travaillé pour Arnaud Donquel et j'ai pas l'impression que le lien soit pote. Ça a été plutôt un lien. L'un était le chef de l'autre et donc du coup c'était un petit peu voilà son supérieur et c'est un peu lui qui l'a formé et tout ça entre guillemets. Et donc du coup moi en tout cas, j'ai cru quand Arnaud Donquel disait, il a répété plusieurs fois, qu'il allait être plus sévère avec Pierre. Et je pense qu'il a été. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que l'avantage qu'il avait, c'est qu'il connaissait parfaitement le chef, donc il connaissait ce qu'il aimait, il connaissait comment le toucher, donc ça, forcément, c'est un avantage. Et une fois que le chef est touché, après, ça peut être Pierre ou quelqu'un d'autre, s'il est touché, il va préférer ce plat-là. Donc ça, c'était peut-être l'avantage. Maintenant, je pense qu'il a été si ce n'est plus sévère, je suis pas sûr qu'il ait eu un gros avantage de jugement. Il a eu un avantage d'expérience avec le chef, mais pas de jugement, je pense. Ok, bon, non, mais de toute façon, voilà, je suis assez d'accord, mais que les. Ce qu'il faut noter, en tout cas, c'est que on a répété assez souvent que Pierre était pas forcément très bon sous la pression. On l'avait vu lors de sa dernière chance qu'il a éliminé la fois d'avant, je sais plus, la première fois. Et là, en l'occurrence, je pense qu'il avait la pression. Qui s'est imposé lui-même, mais il avait l'impression parce que c'était Arnaud Donquel, parce qu'il le connaissait, parce que on a tous eu ce sentiment de vouloir prouver à quelqu'un qui nous a connus il y a quelques années que on a évolué, qu'on s'est amélioré dans tous nos métiers confondus. Et donc je pense qu'il s'est mis la pression lui-même, mais il a été bon. C'est à noter. Et peut-être d'autant plus que il est le seul candidat de la brigade de Michel Saran et que du coup Michel Saran est que sur lui tout le temps et lui rappelle assez bien dès le début d'ailleurs qu'il peut pas se rater sur cette épreuve-là. Donc je te rejoins effectivement sur le fait que il peut arriver à Pierre de résister à la pression, comme il peut lui arriver de craquer, malheureusement, on l'avait déjà vu. Donc voilà, première épreuve intéressante, même si moi les sauces, bien sûr, ça fait partie de la cuisine, mais du coup, je trouve ça un peu moins télégénique entre guillemets qu'un plat un peu dressé, machin. Voilà, j'ai plus de mal sur les épreuves de sauce en général, mais bon, ça a l'air de fonctionner puisque on en a souvent. Je suis d'accord avec toi. Surtout que on a une sauce, c'est quand même difficile à l'imaginer en goût, je trouve. Par rapport à un plat, même si le plat il est toujours travaillé plus que de raison à chaque fois et que ce sont des goûts dont on n'a pas l'habitude de rencontrer, mais on peut quand même s'imaginer un poisson, une viande, une sauce. C'est vrai que surtout qu'il les travaille vraiment beaucoup, je trouve que c'est très difficile de s'imaginer, nous qui sommes téléspectateurs et qui n'avons que la vue, de s'imaginer le goût d'une sauce, je trouve. Après, et moi je te rejoins aussi, mais peut-être parce que toi et moi, c'est pas un secret, on n'est pas hyper cuisinier. Est-ce que toi, Seb, à l'inverse, les sauces, quand ils te les présentent, t'arrives à imaginer un peu le goût que ça peut avoir? Ouais, ça voilà. Ça va. Ça, j'arrive à peu près à imaginer. Bon, il n'y a pas toutes les épices qu'ils utilisent ou certains aliments, ça non. Okay. Mais dans l'ensemble, après, c'est pas ça qu'imaginer. On dit n'importe quoi en fait. Bah non, mais qu'on ait des billes en cuisine, c'est tout, Lucas, on le sait. Oui, voilà, c'est vrai. Non, moi, ce qui m'a plus gêné, c'est plus le déroulé de l'épreuve. Mais on en reviendra tout à l'heure dans les tops et les flops. On ne spoil pas. Alors on enchaîne. Deuxième épreuve phare s'il en est de Top Chef depuis quelques années. La black box. J'allais dire la black noire. Ça ne va pas du tout. La boîte noire. J'y suis enfin. J'avais prévu de passer en musique de fond Painted Black des Rolling Stones, mais évidemment on se serait fait striker, donc on ne va pas le faire. Alors donc le plat était imaginé par Gilles Goujon, qu'on voit quand même pour la 3e fois cette année, si je dis pas de bêtises.
J'ai eu un doute hier, je me demandais. Non, deuxième, je crois. Deuxième fois, ouais. Il a fait le remplaçant de Kobayashi, je crois. C'est ça. Il avait pas fait un autre truc à un moment? Si, peut-être qu'il est passé une fois pour dire bonjour, il a vu de la lumière au niveau des studios. De toute façon, il a les clés. Oui, bah ouais, voilà. C'est chez lui. D'ailleurs, il dort dans la boîte noire, hein, c'est pour ça. Mais c'est lui qui éteint tout, hein. C'est lui qui éteint tout à chaque fin d'épreuve. Merci messieurs. Allez, on se voit la semaine prochaine. 30 secondes. Non, ça c'est Stéphane. Mais bon, voilà. Il est encore là. C'est quand même assez marrant de le voir à chaque fois. On l'a dit, déjà la fois précédente. Lui aussi, il fait partie des chefs qu'on aime bien et qui sont toujours positifs. En revanche, son assiette, le monochrome noir de céphalopode, ça me parlait pas du tout. Ils employaient des termes. Alors, Seb, tu vas peut-être pouvoir nous aider. La tielle sétoise, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, la tielle sétoise, je vais essayer de faire simple. C'est, on va dire, c'est une sorte de pâte à pain, si tu préfères. Ouais. En format tourte. Donc, tu as un fond de tarte, tu as un chapeau, pardon. Ouais. Et à l'intérieur, donc, c'est tout ce qui est. Tu vas avoir un petit peu du poulpe, du calamar, avec une sauce tomatée, un peu épicée. Ok. Ah voilà. Alors merci parce que déjà hier personne n'a été foutu de nous dire ce que c'était à un moment. Donc moi j'étais un peu du père, mais effectivement le chef Goujon a insisté pour que ça tourne autour des céphalopodes et à chaque fois que il y en a un qui parlait de poisson dans le garde-manger et il s'excitait tout seul. Et d'ailleurs c'est hyper rigolo, moi je me souviens de Pierre Gagnère l'an dernier aussi, ce truc de voir la réaction du chef en direct aux différents essais dans la boîte noire, au moment où il cuisine, au moment où ils sont dans le garde-manger. Moi j'adore ça, Lucas, et ça marche hyper bien, encore plus quand c'est un chef comme Goujon. Oui, surtout que tu l'as dit, il a l'habitude de venir, il a les codes de la télé, il a les codes de Top Chef, il comprend comment ça fonctionne, et du coup, voilà, il surréagit un petit peu. Oui. Tu parlais du poisson à chaque fois, mais c'est ça qu'on a envie de voir, comme tu dis, c'est ça qui est sympa, c'est ça qui, voilà, quand il dit, c'est du poivron jaune, bon, ils peuvent pas le savoir, mais c'est du poivron jaune quand même. Oui. Et donc c'est très bon, et c'est vrai qu'il fait partie des chefs, on en parlait tout à l'heure, des chefs sympathiques. Clairement, moi, l'épreuve de la boîte noire, on en parle entre nous, la plupart l'attendent. Moi, c'est vraiment pas une épreuve que j'attends à chaque fois de Top Chef. J'attends beaucoup plus, par exemple, qui peut battre Philippe Etchebest. Et à chaque fois qu'elle arrive, je me dis, bon, ok, c'est l'épreuve de la boîte noire, tout le monde en parle, elle est surcotée cette épreuve. Et en fait, à chaque fois qu'elle commence, je suis pris dans le truc. Et en fait, à chaque fois, je me dis, non, en fait, c'est vrai qu'elle est sympa cette épreuve. Bon, donc première vague de candidats, deux par équipe qui y vont. On avait une équipe, d'ailleurs, je trouvais, enfin, après j'allais dire, je me base sur mon power ranking qui est complètement nul depuis le début, mais j'avais l'impression que l'équipe Bruno, Sarah et Mohamed face à Mathias, Baptiste et Arnaud, je sais pas, la deuxième équipe m'avait l'air un peu plus solide sur le papier. On va voir que assez vite il y a un avantage net qui se fait du côté de l'autre. Alors on va dire du coup les rouges et les bleus parce que c'est Philippe Etchebest et Hélène Darroze. Et là Seb, Momo assez impressionnant qui trouve au goût plein de trucs qui n'ont pas forcément l'air évidents. Est-ce que c'est des goûts qui sont faciles à reconnaître, toi qui connais un peu mieux que nous? Ouais, on va dire que oui, ça va. C'était jouable. Après, c'est clair que bon, il a fait un strike. Hein. Il est arrivé, il a trouvé les 3/4 des aliments. Il est sorti de la boîte noire. Ah bah attends, je pense que Gilles Goujon, je pense que là il a un peu mal pris parce qu'au final il a trouvé que c'était un monochrome. Ouais. En regardant les doigts. Donc ça, par contre, chapeau aussi. Ils ont quasiment tout trouvé. Bruno qui est parti avec lui, bon, il était parti sur autre chose. Le pauvre est complètement perdu. Mais c'est clair que sur le papier, au début, quand j'ai vu la composition des brigades, je me suis dit, ils sont mal partis. Mais ils ont pris un ascendant dès le début, quoi. Dès la première phase. De l'autre côté, ils partent sur des trucs qui n'ont pas vraiment l'air d'être ça. Et c'est là où cette épreuve, moi je trouve ça cool, mais je comprends que c'en est que ça renfrogne un peu. C'est que deuxième vague, c'est les chefs qui y vont. Donc Michel Saran et Paul Perret d'un côté et Hélène Darroze et Philippe Etchebest de l'autre. Et là, ça rééquilibre carrément les chances parce que Saran et Perret, et surtout Saran d'ailleurs, on remarque les deux en fait, maintenant que j'y repense, mais les deux identifient plein de trucs. D'ailleurs, Paul Perret à ce moment-là dit ça, je me demande si ce n'est pas mon ami Gilles Goujon. Putain, mais t'es vraiment un crack. Et Lucas, est-ce que c'est pas un peu
pas déséquilibré, mais du coup, les chefs jouent beaucoup dans la réussite ou non de cette épreuve, non? Oui, ils jouent beaucoup, mais en même temps, je pense que s'ils n'étaient pas là, le résultat final serait pas aussi proche, entre guillemets, de ce qu'a fait Gilles Goujon, et du coup, ça aurait pas été drôle. Mais je pense pas que c'est déséquilibré dans le sens où chacun a deux chefs dans son équipe. Donc du coup, là où je te rejoins, c'est que Paul Perret et Michel Saran ont été très bons, mais Etchebest et Darroze, ils ont pas été mauvais non plus. Etchebest, ils ont compris que c'était les céphalopodes, parce que, alors oui, c'est facile entre guillemets de reconnaître que c'est un céphalopode, que c'est un goût de poulpe mais ensuite, une fois que t'as tout et que t'es dans le noir, va reconnaître un poulpe d'un calamar et un calamar d'une sèche. Alors oui, une fois qu'on te le dit, bah c'est reconnaissable, mais quand t'es dans le noir et que t'as toute cette explosion de goût, il faut les reconnaître, et tous les chefs ont, chacun un peu de leur côté, ont été très bons, j'ai trouvé, et donc du coup ça déséquilibre pas forcément, ça fait avancer l'épreuve, mais les deux équipes à la même vitesse, entre guillemets. Ouais, je sais plus qui, je crois que l'an dernier, il y a un des candidats ou chefs qui expliquait que manger dans le noir, c'est pas du tout pareil que manger en fermant les yeux, parce que quand tu manges en fermant les yeux, effectivement tu sens que tu te forces à pas voir, alors que dans le noir, tu peux avoir les yeux ouverts, mais le fait d'avoir les yeux ouverts et de pas voir ce qui se passe, c'est encore plus perturbant vraiment pour la dégustation. Donc c'est une épreuve qui est extrêmement difficile, et en fait voilà, heureusement que les chefs, tu le dis, sont là pour rééquilibrer. J'ai l'impression, et vous allez pouvoir me dire si je me gourre, mais déjà l'an dernier, Michel Saran, il avait été très très fort pour reconnaître un truc assez précis. Là, c'est lui qui identifie la tielle sétoise. Oui, c'est bon. Et l'an dernier, il avait repéré le vin jaune, je sais plus quoi. Enfin, j'ai l'impression que Saran, il y a des moments comme ça, il y a des espèces de fulgurances pour repérer le truc. Même si, voilà, au final, troisième vague dans la boîte noire, c'est deux candidats, donc Sarah et Mathias, qui voient le visuel, qui ont le droit de toucher d'ailleurs pour une fois, mais pas de manger, et qui reviennent en disant tout ce qui se passe. Et à la fin, Seb, les deux assiettes ressemblent pas mal à celles de Gilles Goujon quand même. Ah, c'était copie conforme là. Les 4 éléments dans l'assiette étaient placés exactement au bon endroit. Bon, après, par contre, je pense que c'est chaud, hein. Quand tu rentres dans le noir, donc déjà, faut t'acclimater. Il t'allume le néon, bam, t'as que 15 secondes. Donc là, déjà, tu en perds 3 ou 4 pour retrouver la vue. De voir quelque chose, ouais. C'est ça. Ouais. Et après, bon, tu n'as plus que une dizaine pour regarder ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, c'est Mathias qui savait plus ce qu'il avait vu. Ouais. Mathias, on va en reparler, mais ouais, sur cette épreuve-là, c'était pas facile. Bon, c'est marrant, effectivement, on a assez vite senti que les rouges dès le début, enfin les rouges et les bleus, dès le début prenaient un peu de l'avance. Derrière, les autres rattrapent un peu, mais quand même, le résultat semblait assez sans appel, d'autant que la composition des différents éléments correspondait beaucoup plus du côté de Etchebest et Darroze que de l'autre côté. Donc Lucas, pas de surprise, c'est Arnaud, Mathias et Baptiste qui vont en dernière chance, ça semblait logique. Oui, ça a semblé logique au moment des premières dégustations, de la première salve. C'est là où je dis que les chefs, c'est pas forcément un avantage, puisque le désavantage qu'ont eu Arnaud et Baptiste quand ils sont rentrés, qu'ils n'ont pas forcément pu trouver ou pu identifier autant de choses que Mohamed et Bruno, ils l'ont gardé jusqu'à la fin, et ça se paye à la fin. C'est vrai que Mohamed a été très bon, j'ai trouvé. Moi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'à un moment, il dit voilà, je sais plus où donner de la tête, je suis perdu, là, il y a tout qui va d'un coup. Et puis, en fait, il montre une image où il est hyper calme, il gère la chose. Donc, je l'ai trouvé impressionnant. Bon, il y a une petite erreur sur le poisson. Il était persuadé que c'est dommage que ça tombe sur lui, puisqu'il était persuadé que c'était du poisson. Ça ne l'a pas été, mais c'est peut-être sa seule erreur. Non, ils ont été très bons. Et au final, comme tu dis, nous qui ont pu penser que c'était des équipes déséquilibrées, on aurait pu changer les équipes. Là, les gars, c'est pas équilibré. Finalement, c'est l'équipe la plus faible qui l'emporte, et ça donne une dernière chance. Au moment où on sait que ces trois-là vont en dernière chance, on se dit que la dernière chance va être costaud quand même. Ouais, c'est clair. D'abord, et j'ai oublié de le dire, mention spéciale quand même à ce frère de Stéphane Rothenberg qui, en parfait gentleman, se propose d'accompagner Hélène dans la boîte noire. Donc, ouais, il a fait ça pour aller goûter. Hein. Il s'est dit c'était dans le noir, c'était le moment de prendre un peu de l'assiette de Gilles Goujon, parce qu'il savait que c'était Gilles Goujon lui. Il s'est dit, bien sûr. Je vais pouvoir faire ça en douce. Ouais, alors cela dit, moi si tu me proposes d'aller goûter cette assiette-là, maintenant que je sais ce qu'il y a dedans, je suis pas sûr d'avoir envie. En tout cas, je ne suis pas très céphalopode, on va dire. Ah d'accord, parce que moi j'y vais les yeux fermés, hein, même boire ou pas.
Ah ouais, dans le noir ou pas. Okay. Ah ouais, bah, j'allais te poser la question, Seb, toi aussi, du coup, les céphalopodes, c'est tout. Ok. Ah ouais. Ça m'a donné envie de manger du poulpe. Moi, au petit-déj ce matin, j'ai mangé du poulpe, du coup. Ah non, pourquoi tu dis des choses comme ça? C'est vraiment pas mon truc, mais bon. Ah oui, et puis bon, ouais, évidemment, on ne le fera pas dans ce podcast qui est un podcast grand public et familial, mais l'épreuve de la boîte noire, c'est quand même le moment où on peut avoir absolument tous les sous-entendus tendancieux, on va dire, possibles et imaginables. Donc, si vous êtes adepte de ce genre d'humour, vous avez dû vous régaler devant l'épreuve d'hier. On l'a dit, donc Arnaud, Baptiste et Mathias en dernière chance. Une dernière, et alors là je vous jure que j'ai pas fait exprès en préparant cette émission, mais en essayant de me rappeler c'était quoi le thème, j'avais oublié, vraiment, je disais merde c'est quoi, et puis en me disant j'ai oublié, j'ai dit ah ben les légumes oubliés, oui c'est vrai, voilà, bon, je suis pas hyper convaincu par ce genre de truc, les légumes oubliés, à un moment je crois que c'est Mathias qui dit s'ils ont été oubliés c'est pour une bonne raison, je suis assez d'accord. Seb, est-ce que toi tu cuisines souvent tes légumes oubliés? De temps en temps, bah, ça c'est plus des légumes, on va dire automne, hiver, donc tout ce qui est panais, topinambour, il y a le rutabaga aussi, j'en fais, mais c'est plus sur l'hiver, quoi. Mais moi j'avais une question, Seb, parce que encore une fois, Raoul, t'as bien raison, on va se tourner vers la personne de nous trois qui connaît le mieux. Voilà, mais les légumes oubliés, c'est une catégorie officielle de légumes? C'est-à-dire que ça, c'est un légume oublié, ou c'est juste que ils ont dit légumes oubliés, c'était pour les rassembler un peu tous? Parce que j'avais l'impression qu'ils appelaient tout ça des légumes oubliés. Je me suis dit, je suis passé à côté de quelque chose. Il y a vraiment une catégorie officielle. Il y a les légumes verts, les légumes rouges et les légumes oubliés. C'est la catégorie des légumes oubliés. C'est vraiment une catégorie officielle, ou c'est juste que ils se sont dit, on va l'appeler comme ça? Non, en fait, c'est surtout des légumes donc qui étaient commun, on va dire au début XXe siècle. Okay. Donc après voilà, qui ont été remis au goût du jour ces dernières années. Donc du coup avec les Top Chef, ce genre d'émissions culinaires. Donc c'est plus ça. C'est les légumes tu as rarement l'habitude de les cuisiner. Et faut vraiment aller. Voilà. Et j'en trouve. Voilà, il y en a très peu, soit dans les supermarchés ou sinon il faut. Bon, moi j'ai l'habitude d'aller au marché près de chez moi, donc je sais chez qui aller, et je sais qu'ils en ont des bons, quoi. Eux, ils les ont pas oubliés. C'est marrant. Alors, je vais vous apprendre peut-être un truc. Alors, peut-être pas à Seb, mais Lucas, je vais peut-être apprendre un truc, et vous autres auditeurs et auditrices. Mais j'ai été une fois dans un resto pas loin de chez moi. À l'époque, on avait le droit d'aller au resto. Et il y avait en entrée je crois une soupe de légumes oubliés. Et dans la composition, j'ai découvert qu'il y avait de la poire de terre. Voilà, donc il existe. Mais alors attends, la soupe s'appelait comme ça, la soupe de légumes oubliés. Ouais. Ah, donc c'est quand même une catégorie officielle, c'est quand même quelque chose. Peut-être pas officielle, mais en tout cas officieuse. Non, mais c'est officieux. Ouais, non, je crois pas que ce soit Top Chef qui l'ait créé, pour le coup, je l'ai déjà entendu ailleurs. Mais voilà, et donc j'ai découvert la poire de terre. Alors du coup, Seb, tu connaissais la poire de terre? De nom. Ah, bon, ça va. Donc tu savais que ça existait. Moi, on m'aurait dit ça avant, genre, mais vous êtes con, quoi. Vous vouliez pas dire pomme de terre, donc vous avez fait un peu les malins. Non, c'est un vrai truc différent. J'avais regardé sur internet. Allez regarder poire de terre sur internet, vous verrez, je ne vous mens pas. Donc, en tout cas, cette épreuve sur les légumes oubliés, j'aurais bien du mal à vous redire un peu ce que j'en ai pensé autre que le débrief, parce que j'ai un peu, et encore une fois, je vous promets que je fais pas une blague exprès, oublié justement ce qu'ils avaient fait. Pour moi, elle m'a pas frappé cette épreuve-là. Lucas, tu te souviens un peu, toi? Oui, en fait, souvent les dernières chances, je trouve, et c'est comme ça que l'émission est faite, et donc du coup on s'y habitue. Souvent les dernières chances sont très rapides parce que les deux premières épreuves sont un peu dans la longueur. Il y a souvent beaucoup de candidats, le débrief, et donc du coup les dernières chances, notamment quand les chefs, en tout cas quand les candidats expliquent leur plat, c'est souvent très rapide. Mais là, comme il y avait Arnaud, Mathias et Baptiste, j'étais curieux de savoir qui allait être éliminé, parce que pour moi, on arrive dans des moments où tout le monde est costaud, et donc quand il y en a un qui est éliminé, c'est forcément un candidat costaud. Donc j'ai prêté une attention particulière. Et alors forcément, ça me parlait pas beaucoup, mais j'ai trouvé ce qu'a fait Arnaud très beau. Ouais. Du coup, lui, il fait quelque chose au lait de pané avec salsifis. Mathias, c'était comme des petites, comment ça s'appelle, des espèces de petites, pas des fleurs, mais t'avais l'impression qu'il y avait des petits trucs un peu frits par-dessus en forme de il fleurs avait des chips, ouais, c'est ça.
C'est ça. Mathias, lui, était parti sur des panerotti. Et après, Baptiste, c'était plutôt le topinambour. Donc, ouais, elle m'a, bizarrement et paradoxalement, elle m'a plus marqué que les autres dernières chances, mais pas tant par le thème, mais plutôt par le fait qu'il y avait ces 3 candidats. Et donc, du coup, j'y ai prêté une attention particulière. Je me souviens quand même que Mathias, sur son plat, il met de l'agrumes, qu'au moment où ça arrive, les chefs ont l'air surpris, qu'au moment où ils dégustent, ils sont surpris aussi. Mais c'est pas Mathias qui sort, c'est Baptiste. Arnaud fait un coup de cœur, donc Arnaud continue de prouver qu'il est quand même sur une bonne dynamique entre la victoire avec le chef Colagreco la semaine dernière et cette victoire, enfin ce coup de cœur, on va dire, en dernière chance. Encore une fois, hein, voilà, moi je vous donne les échos que je vois des différentes réactions en ligne au moment où ça se passe, un peu des échos des gens autour de moi avec qui j'en parle. La théorie du complot commence à se mettre en place, comme quoi Mathias aurait été sauvé par la prod. Est-ce qu'on finit par se demander si le chef Etchebest n'a pas des actions dans son resto? Enfin voilà. Est-ce que Seb, tu as été surpris du jugement final de cette épreuve? Non, parce que après, quand tu vois les interviews, notamment celle de Baptiste, qui commence à parler du drame qu'il a vécu un an auparavant, alors que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Donc j'ai C'est dit, un an auparavant? Moi, j'ai retenu 10 ans, mais je sais plus. Non, je trouve que c'était un an, il me semble. Ah bon, à moins que je me trompe, mais comme Mais je dis, oui, tiens, c'est effectivement, bizarre, ils en ont jamais parlé. Je dis, ça sent la patate. Et bon, ben, après, j'ai vite compris. Hein. Oui, alors c'est vrai que ce moment-là surprend parce que quand il commence à le raconter et maintenant je commence aussi à essayer de repérer un peu les candidats qui sont pas bien en dernière chance. Bon, effectivement, au moment de l'interview, du coup, voilà, Lucas, c'est un de nos chouchous, hein, on est obligé de le dire aussi, un des candidats peut-être qu'on préférait en termes de cuisine, mais aussi de candidature tout simplement, qui s'en va, Baptiste. Déception. Oui, mais c'est vrai que je suis totalement d'accord avec Sébastien, c'est que clairement, quand Baptiste parle de son ami qui est décédé, malheureusement, on n'en a pas parlé depuis le début de Top Chef, ça fait quand même 10 ou 11 épisodes. C'est vrai que là, on se dit, oula, c'est triste, forcément, mais on se dit, mais pourquoi il en parle? Il en a pas parlé depuis le début, il aurait pu dire au tout début dans sa présentation où il avait décidé de pas forcément en parler. C'est tout à son honneur, mais là, au moment où il en parle, on se dit, oula, est-ce que c'est pas parce que la personne en face de lui qui lui fait l'interview lui a pas posé la question, qu'est-ce que ça fait d'être éliminé? Puisque ces interviews sont faites après, en fait. Et donc, forcément, on se dit, oula, ça sent pas bon. Après, pour revenir à ce que tu disais, théorie du complot, j'ai du mal à accréditer cette thèse dans le sens où pourquoi Mathias plus que Baptiste? Baptiste était, comme tu le disais, était un peu un chouchou, un favori, c'était un bon personnage. Voilà pourquoi l'éliminer lui, pourquoi garder Mathias. Tout est possible sur Internet, hein, tout part en live. Oui, hein. voilà, oui. C'est sûr que voilà, mais je vois pas bien la raison pourquoi garder Mathias plus que quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est vrai que au vu des trois plats, je me suis dit que sans parler des interviews, je me suis dit que ce serait peut-être Mathias qui passerait à la trappe. Mais en l'occurrence, c'est Baptiste, on n'a pas le goût, nous, on peut pas savoir. Mais bon, la théorie du complot, ouais, non, comme tu dis, c'est les internets. Ouais, bon, pas de clash, pas de buzz dans ce podcast. J'ai essayé de vous lancer, vous n'avez pas saisi la perche, tant pis. Et donc voilà, pour le débrief de cet épisode de Top Chef d'hier, on se remet un petit jingle et on passe à nos flop top juste après ça. Stéphane, vous voulez pas vous asseoir avec nous? Pourquoi pas? Je goûterai un peu, mais je juge pas. Et j'ai senti un truc long, il y avait un truc long, comme ça, là, qui m'a juté dans la bouche. 3, 2, 1, top, c'est terminé. Je vous parlais tout à l'heure des sous-entendus qu'on peut relever pendant l'épreuve de la boîte noire. Vous avez reconnu bien sûr David Gallienne dans l'épreuve de la boîte noire de l'an dernier. Messieurs, le flop et le top, on commence par le flop. Seb, veux-tu bien avoir l'honneur, s'il te plaît, de nous donner ton flop? Oui, alors j'ai un petit peu spoilé tout à l'heure, donc c'est le déroulé de l'épreuve d'Arnaud Donquel sur les sauces. Je suis pas fan donc vous êtes 7, on en prend 4, les 3 autres sont éliminés, puis après c'est surtout sur les sauces, quoi. Les sauces, c'est censé être le lien de ton plat, donc c'est soit
tu goûtes le plat du chef, il faut que tu inventes une sauce et tout le monde est jugé sur un pied d'égalité. Parce qu'au final, si tu prends Pierre, au final, il a dit je le sélectionne pour voir ce que ça donne avec son plat, quoi. Ouais. Et c'est grâce à ça qui passait. Donc c'était soit tu jugeais que la sauce, soit tu jugeais le plat et la sauce, mais tu faisais pas comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer plutôt Arnaud ou Mohamed gagner cette épreuve-là au vu des retours du chef, et en fait derrière le plat est peut-être un peu moins bon, donc je suis assez d'accord avec toi. C'est surprenant, mais bon, je trouve que cette année il tente un peu des trucs pour essayer de sortir de l'ordinaire, ça marche pas toujours très très bien. Lucas, pardon, ton flop s'il te plaît. Moi, mon flop, je ne sais pas si vous vous rappelez, messieurs, et si ceux qui nous écoutent s'en rappellent, mais durant l'épreuve de la boîte noire, ils nous ont fait des flashbacks, enfin en tout cas des flash-forward. Il y avait le déroulé de l'épreuve, et puis il nous montre, et Gilles Goujon disait bon là ils sont, par exemple en parlant de Mohamed et Bruno, là ils sont bien. J'espère que les chefs quand ils vont aller goûter, ils vont Darroze et Etchebest, ils vont être aussi bons. Et puis on voyait les chefs rentrer dans la boîte noire avec un petit effet de style sur l'écran en expliquant que c'est ce qu'on allait voir dans littéralement 10 minutes, 5 minutes, même pas, qui fasse un flash forward au niveau de l'épreuve 1 pour expliquer ce qu'on va avoir dans l'épreuve 2 pour nous faire rester parce que ça sera la boîte noire éventuellement. Mais là, on est en train de regarder l'épreuve. Bon, laissez le dérouler. Je sais pas pourquoi ils faisaient ça. On voyait Michel Saran et Paul Perret rentrer dans la boîte noire. Ouais. On les entendait dire deux choses, et puis on revenait sur l'équipe d'après, et puis après on les revoyait rentrer pour vraiment voir la séquence où ils rentraient, où ils goûtaient, où des fois on re-entendait exactement la même chose. Déjà que les épisodes sont déjà particulièrement longs, je comprenais pas le concept de faire ça, de faire des flash forward, ce qu'on appelle, pour casser le rythme. Je sais pas si ça vous a gêné, moi ça m'a gêné, et puis quand j'ai commencé à faire une fixette dessus, je me suis dit que j'allais en parler dans le podcast. Voilà. Ouais, mais en fait, moi je trouve, et je me souviens plus des années précédentes, mais je trouve que cette année, au début, même tout début de l'émission, on te spoil, on te raconte tout ce qui va se passer. Et au début de chaque épreuve, on le refait encore une fois. Et je suis d'accord avec toi, du coup, j'ai l'impression de voir plein d'images en avance de ce que je vais regarder. Et moi, depuis des années, ce que je peux comprendre au début de l'émission, c'est que même si ils essayent de t'attirer, parce que nous on regarde, on sait qu'on va regarder jusqu'à la fin, mais l'émission est tellement longue que il faut qu'ils essayent de te garder. Surtout, voilà, l'épreuve de la boîte noire, c'est une épreuve mythique, donc forcément ils la mettent en deuxième pour que tu restes voir la première, que tu vois la deuxième. Il y a des gens qui regardent Top Chef parce qu'ils tombent dessus ou parce qu'ils aiment bien, mais des fois ils regardent pas jusqu'au bout. Et en te donnant le programme, le sommaire, ça peut te donner envie de rester. Mais une fois qu'on est dans l'épreuve de la boîte noire, pourquoi rajouter du superflu, quelque chose qu'on va voir 5 minutes, 6, 7 minutes après? Voilà, je sais pas ce qu'on a pensé Seb, mais moi ça m'a gêné. Seb, ça c'est un truc qu'ils le font souvent, ça. Les autres années, moi j'ai suivi Top Chef depuis la première saison, donc peut-être pas les premières, mais après c'est progressivement venu, quoi. Ouais, mais bon, t'as sans doute raison sur le but, la finalité de ça, Lucas, hein, et bon, tu es un homme de médias, donc tu sais comment ça marche, mais ouais, c'est vrai que c'est agaçant, et ce que je dis, moi je regarde plus les bandes annonces des films que je vais regarder depuis des années, parce que je veux pas me spoiler des images. Là c'est vrai que du coup, j'ai l'impression qu'on me dit, au fait, reste, parce que dans 5 minutes il va se passer ça, et c'est un peu, ça fait un peu, en fait ça pourrait faire émission américaine, mais sans les coupures pub, c'est-à-dire que là, on te dirait, et après la pub il va se passer ça, sauf que là c'est et après il y a pas de pub, il va se passer ça. Bon, ouais, c'est mais après, excuse-moi, mais ça va même plus loin, parce que si tu regardes le descriptif donc de l'émission de la semaine prochaine et que tu regardes la pub que M6 va diffuser, si tu es un petit peu attentif, tu arrives à savoir qui va gagner. Donc admettons cette semaine, tu voyais très bien que tu voyais pas Pierre dans l'émission, dans l'épreuve de la boîte noire. Donc de là j'en ai déduit qu'il allait passer, quoi. Ouais, et d'ailleurs moi je regarde pas les vidéos qu'on voit M6 sur Instagram et sur Twitter et Facebook, parce que comme tu dis, on voit des trucs et alors je comprends que le but c'est d'attirer les gens, mais moi je veux pas les regarder parce que moi je vais regarder, donc bon. Et puis, alors je vais finir sur la boîte noire aussi. Il y a quelque chose auquel je suis en train de penser. Ils ont fait aussi un énorme teasing sur une nouveauté de la boîte noire. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ils ont
comme tu le disais, Raoul, ils en ont parlé 3 fois dans l'émission avant même l'épreuve, en disant et cette fois les candidats vont avoir une. Et je me disais, et ils voulaient pas la dire cette nouveauté. Je me suis dit, ils ont intérêt que ce soit quelque chose d'énorme, de quelque chose de fort, parce que là ils nous le survendent et en fait c'est que entre guillemets. Qu'en fait ils connaissent pas l'identité du chef. Alors certes, c'est ok, c'est déstabilisant, c'est nouveau et tout ça, mais de là à en faire un teasing pour dire voilà la boîte noire et puis en plus il y aura une nouveauté cette année et ils en parlaient pas, je me suis dit voilà qu'est-ce que c'est en fait, c'est juste qu'on ne connaît pas l'identité du chef. Bon, un peu survendu aussi. Non, pour le coup, alors je suis d'accord que c'est survendu, mais moi je trouve ça plus rigolo, justement que les candidats sachent pas et que on découvre. Ah mais je suis d'accord. Non mais je suis d'accord, mais du coup, ils pouvaient très bien le dire pendant le. Mais encore une fois, c'était voilà, on a une nouveauté, mais on vous le dit pas parce que comme ça, vous pouvez rester jusqu'au bout pour voir ce que c'est la nouveauté. Et je me suis dit, ils en parlaient tellement, ça m'a hypé en fait. Je me suis dit à tout moment, la boîte noire, elle clignote en fait, elle bouge, elle tourne sur elle-même. Ils doivent goûter pendant en fait non, ils connaissent pas le. Alors oui, c'est sympa, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu survendu. Mais après, c'est une bonne idée, je suis d'accord. Voilà, bon, effectivement, il y avait des choses à redire sur cette épreuve de la boîte noire qui reste, malgré tout, une épreuve mythique de Top Chef. Moi, mon flop, alors mon flop, messieurs, c'est Mathias, parce que je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé que sur les 3 épreuves d'hier, il avait l'air complètement à côté de ses pompes, et dans les interviews, je sais pas, il avait l'air complètement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que à la fin, je me suis demandé c'est pas lui qui allait partir, parce qu'il avait, je sais pas, il avait l'air toujours genre un peu abattu, tu vois, quand il ressort de la boîte noire ou quand les chefs reviennent de la boîte noire et tout. Et à chaque fois, il a, je comprends rien, je comprends pas ce qui se passe. Là, ça commence à parler de poissons. Y a pas de poisson en Franche-Comté, donc je suis perdu. C'est de la nonchalance, quoi. Ouais. Pastore, messieurs. Ça suffit avec ça. Non mais ouais, bon, vous allez voir que je me contredis parce que moi je l'ai quand même mis premier dans mon Power Ranking, mais. Sur cette émission, il avait l'air à l'ouest, quoi. J'étais très surpris. Surtout la boîte noire, quoi. Ouais, il avait pas l'air dedans, il avait pas l'air d'avoir envie. Non. Bon, la dernière chance c'était un peu dans le même acabit. Bon, il a fait ça. Bon, si ça passe, ça passe. Ouais. Donc bon, surprenant, mais bon, il arrive à passer à travers ça. Donc ça peut être un bon ou un mauvais signe. Moi, je veux bien y croire je veux bien y voir un signe qu'il est capable de passer dans les mauvais moments, mais difficile. Et bon. C'est pas forcément le plus, on va dire sympathique, mais c'est de tous les candidats, disons que c'est pas le plus funky. Il y a d'autres têtes d'affiche qui ont l'air d'avoir les faveurs du public. Hier, moi, il m'a un peu saoulé, quoi. Voilà, c'est mon flop, c'est Mathias. Le top, messieurs, parce qu'il y a quand même des belles choses. C'est pour ça qu'on regarde aussi cette émission. Seb, quel est ton top? Ça a été dur. J'en ai 2, on va dire. Allez, pour faire rapide, il y a eu les chefs pendant la boîte noire, parce qu'au final. Ils sont rigolos quand ils essayent de motiver leurs troupes, mais après, donne-leur un couteau, une planche. Ça part. Philippe Etchebest, c'est parti. Hein. Michel Saran, il est rentré, limite, il les aurait pourris derrière. Mais vous faites travailler sur n'importe quoi. Il y a eu ça. Et Mohamed, sur l'émission, franchement, alors entre eux, sa sauce, il n'est pas passé loin. Derrière, au final, il trouve 75% des ingrédients. C'est le seul à trouver à partir sur l'idée du monochrome. Ouais. Franchement, grosse émission. Je suis assez d'accord. Lucas, ton top? Alors mon top, moi, ce sera Arnaud Donquel. On en a parlé tout à l'heure, donc du coup, je ne vais pas forcément développer plus que ça, mais je l'ai trouvé très sympathique. J'ai plutôt aimé l'épreuve, malgré le fait qu'il y ait 3 éliminés sur 4, enfin sur 7, qu'il y en ait 4 qui passent, comme l'a expliqué un peu Seb. Moi, j'ai plutôt bien aimé. La sauce, c'est assez sympa. Il y en a toujours une par an, quasiment. C'est assez sympa. Et puis Arnaud Donquel, je l'ai trouvé très bon. Donc ça sera mon top. Et je trouve que il est assez didactique et pédagogue dans les explications qu'il donne. T'as souvent des chefs, alors ils le font assez tous, ils expliquent un peu ce qu'ils ressentent, mais lui, je trouvais qu'il était assez pointu dans les explications qu'il donnait. Et on le dit souvent, nous on a que le visuel et l'audio des plats, et donc ça aide un peu à se rendre compte de ce que lui goûte et déguste. Donc je te rejoins là-dessus. Il était vraiment top hier. Moi mon top il va un peu dans le sens du tien, Seb. Moi c'est Paul
Perret, je me rends compte que de plus en plus, c'est de loin mon chef préféré parmi les 4. Hier, il y a encore des trucs incroyables et justement lui aussi dans la boîte noire quand il commence à dire mais c'est pas du tout un gel là, ils me font faire un gel, ils sont cons, putain, je vais les D'ailleurs, défoncer. je pense qu'ils ont froidement laissé passer. Je crois qu'à un moment il dit je me casse le cul à faire un gel. Ils ont laissé passer. M6, ça vraiment c'est la roue libre. Je me casse le cul à faire un gel. Ils ont laissé passer ça. C'est Paul Perret. Ça tant mieux. Ouais. C'est pour ça. Ouais, il est bon. Il devine à l'avance que c'est Gilles Goujon, alors que bon, ça faut quand même. Des chefs, il y en a quand même pas mal. Donc ça c'est fort. Et première épreuve, il est assez bon. Il dit un truc à Sarah. Il dit genre quand t'es pas dans ton élément, t'es dans ton élément. Quoi. Il va chercher des trucs où il a l'air d'être complètement largué, mais en fait ça marche hyper bien et voilà, je suis déçu pour lui que ce soit un de ces candidats qui partent à la fin parce que je pense qu'il pouvait emmener les deux encore plus loin. Donc voilà, vraiment, moi hier, je me suis régalé à chaque intervention de Paul Perret et c'est le cas depuis qu'il est dans Top Chef. Donc je voulais lui rendre un petit hommage. Messieurs, c'est l'heure, hein, voilà, vous le savez, il va être temps de jinxer le prochain candidat à partir dans Top Chef, puisqu'on va donner nos power rankings. Alors, vous connaissez le principe depuis le début de l'émission. On a été 6 à le faire, on est une brigade de 7, là on a été 6 à pouvoir faire notre power ranking et on fait un mix des notes, on fait une moyenne des différents classements de chaque candidat dans les différents power rankings et ça nous donne un power ranking global. Pourquoi je vous redis ça ? Parce que je crois que depuis le début de la saison, c'est le classement qui est le plus différent chez tous les membres de la rédaction. J'ai pas noté à peu près tout, mais je peux le refaire. Alors il y a seulement 2 qui se battent pour la tête, mais derrière il y en a qui sont 3e ou 6e, il y en a qui sont 5e ou 2, enfin ça va dans tous les sens. Donc on va se baser évidemment sur le classement officiel, disons global qu'on a retenu, mais je vais quand même, comme vous êtes là, vous demander un petit peu à chaque fois vos avis aussi. J'ai identifié, comme il y en a 6, on peut peut-être faire un résumé global et ensuite s'attarder un peu sur différents points, mais pour vous donner le classement aujourd'hui, en 6e et un tout petit peu, là pour le coup on est presque assez tous d'accord, il y a Bruno qui est dernier, Mohamed, Sarah et Arnaud sont dans une espèce de tir groupé. Sarah et Mohamed sont d'ailleurs à égalité en 4e et 5e place, et Arnaud un tout petit peu au-dessus. Et donc les deux qui ont l'air favoris, Pierre et Mathias. Pierre qui est premier, mais ça se joue à 1 point près par rapport à tous les classements qu'on a fait. Donc messieurs, est-ce qu'aujourd'hui on a une image à peu près représentative des différentes forces en présence, 2 favoris, 3 outsiders et un en chasse-patate? Lucas, est-ce que tu vois ça comme ça aussi ? Raoul, on va être totalement honnête avec tout le monde. On a une image de rien du tout. À chaque fois qu'on met quelqu'un premier, il se fait éliminer dans la foulée. Fais semblant de jouer le jeu, merde. Voilà, non mais donc on va débriefer, on va faire les 15 prochaines minutes en parlant de notre power ranking et on va rigoler et ça va être très sympa. Et puis la semaine prochaine, peut-être que notre premier partira. Donc honnêtement, on a une image de rien du tout. Maintenant, il y a des choses pour moi qui paraissent logiques et d'autres qui paraissent vraiment illogiques, et du coup je vais lancer le débrief de ce power ranking, puisque on a Bruno qui est donc dernier, 6e, qui pour moi je pense qu'il est plutôt logique dans le sens où il est assez discret. Mais par exemple, je regarde ton power ranking et je vois que tu as mis Mohamed dernier, et à la lumière de ce qu'a dit Seb, avec qui je partage totalement l'avis sur toute l'émission de Mohamed, je comprends pas comment on peut mettre Mohamed dernier. T'es venu là pour me mettre des bâtons dans la roue, c'est ça qui se passe, Lucas? Tu veux présenter l'émission à ma place, c'est ça qui se passe? Pas du tout, je viens de regarder et je me dis qu'il faut que tu t'expliques sur ce genre de choses. Et je pense que en la personne de Seb, je vais avoir un allié, non? Qu'est-ce que t'en penses, Sébastien? Ah oui, non, la dernière sur l'émission, je sais pas comment tu peux le mettre dernier là. Alors messieurs, je suis très content que vous me posiez la question parce que j'ai un élément de réponse tout à fait factuel. J'ai eu énormément de mal, et on a été tous d'accord à le dire, à faire ce power ranking parce que la fin de saison se rapproche et du coup les niveaux se resserrent de plus en plus et ça fait plusieurs semaines qu'on le relève et ça se prouve à chaque fois. Donc j'ai essayé de faire un power ranking. Déjà j'essaie de pas trop modifier par rapport à la semaine précédente parce que pour moi ça n'a aucun sens, quelqu'un qui est dernier et premier la semaine suivante. Mais surtout j'ai essayé de faire un peu sur l'ensemble de la saison jusqu'à maintenant.
Donc, malgré ce que j'ai dit d'ailleurs sur Mathias complètement à côté de la plaque hier, je l'ai mis premier du Power Ranking. J'ai mis Mohamed dernier parce que aujourd'hui, dans tous les candidats qui sont encore en lice, c'est le seul qui n'a jamais gagné une épreuve. Et pour moi, ça reste un élément factuel comme un autre de classement parmi les 6 candidats encore en lice. Et pour ça, mais j'ai conscience que c'est un biais comme un autre, je le mets en dessous des autres. Ça veut pas dire qu'il est moins bon. Je trouve d'ailleurs de le mettre dans un lot avec Arnaud et Sarah, pour moi c'est hyper cohérent. Mais sur l'ensemble de la saison jusqu'à maintenant, il manque cette victoire à son palmarès qui fait que je le sanctionne entre guillemets. Mais Bruno on a déjà gagné une, rappelez-moi oui, monsieur. Bruno avait gagné avec les chefs Brasse. Au début, le cœur coulant. D'accord. Ah non, mais voilà, D'accord. C'est factuel, je suis désolé. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais après, oui, non, mais bien sûr. Mais après, on peut aussi considérer que dans une compétition qui dure aussi longtemps que ça, quelqu'un peut partir d'un niveau et finir à un niveau au-dessus, donc s'améliorer, progresser ou prendre la compétition, comment dire, à s'adapter à la compétition. Il a certes jamais gagné une épreuve, mais en même temps, il a jamais perdu, à l'inverse de Bruno, en revanche, qui, tu vois, il a jamais perdu une dernière chance. Il a jamais été je trouve ça dur. Voilà, il n'a jamais été éliminé et jusqu'à la finale en l'occurrence ou jusqu'à la demi-finale en l'occurrence, Top Chef c'est plutôt ne pas se faire éliminer que plutôt que gagner une épreuve. On a vu Baptiste d'ailleurs, il en a gagné plusieurs d'épreuves et pourtant il se fait éliminer et il fera pas la semaine prochaine là où Mohamed n'a jamais gagné une épreuve mais pourtant il est toujours là. Ce que je veux dire c'est que comme je l'ai dit la semaine dernière, je trouve que Mohamed ça va être difficile de l'éliminer. Et donc de là à le mettre dans les favoris, non, mais de là à le mettre dernier, j'ai trouvé ça dur. J'entends, j'entends, mais voilà, encore une fois, c'est la beauté de ce Power Ranking où chacun fait son truc. Toi, je vois Seb que tu l'as mis, tu l'as mis 4e avec Bruno en 5 et Sarah en 6. Moi, je pourrais te demander pourquoi tu as mis Sarah en 6, par exemple, Seb. C'était 5 ou 6 avec Bruno hier, bon, ils sont pas montré grand chose, dommage. Donc voilà, je suis parti comme ça. Après, j'aurais très bien pu mettre Bruno 6e, Sarah 5e, c'était la même chose. Alors, et c'est dommage du coup qu'on soit que tous les 3 parce que je vais balancer un peu les absents, mais vous voyez par exemple, messieurs, je vois qu'un Arnaud qui est 3e chez certains, 2e chez toi Lucas, par exemple il est 6e chez Ben. Toi Lucas, Arnaud qui était quand même 6e la semaine dernière au global, t'as pas de problème à le mettre numéro 2 de ton classement aujourd'hui? Non, parce que la semaine dernière, il est 6e, mais il gagne l'épreuve où il est tout seul, où tout le monde est à la même enseigne, et il la gagne. C'était l'épreuve du Cola Greco. Oui, voilà, c'était une épreuve qui n'était pas facile en plus. Tout le monde était tout seul. Il a gagné assez, alors pas facilement, mais en tout cas, il a gagné. Là, sur la sauce. Il est vraiment pas mal de ce que dit Arnaud Donquel. Il fait partie des 2 meilleures sauces en tout cas. Ensuite, il perd il perd face à Pierre, mais je pense qu'il est pas mal. Sur l'épreuve de la boîte noire, peut-être qu'il est un petit peu en dessous. Mais ensuite, sur la dernière chance, face à des gros candidats, parce que au moment où, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais au moment où on annonce Arnaud, Mathias, Baptiste en dernière chance. Comme ça, d'emblée, peut-être qu'on se dit le moins favori, c'est Arnaud. Oui. Et au final, c'est lui qui a un coup de cœur, c'est lui qui les explose les deux, il n'y avait même pas de débat. Donc oui, ça suffit pour moi pour le remettre du moins au-dessus de Mathias, par exemple. Très bien, j'entends. Je vois que vous avez aussi tous les deux mis Pierre en 1. Seb, Pierre, il regagne cette place qu'on lui avait donnée en début de saison. Pour toi, c'est mérité. Ouais, j'ai hésité longtemps avec Mathias, mais franchement, c'est son comportement hier qui m'a déplu. Voilà, Pierre, depuis qu'il est arrivé, franchement, son plat sur la sauce, hier, c'était clinique, quoi. Tu voyais la tournette, là, quand il y a l'assiette qui tourne, c'était des découpes nettes. Je pense qu'au niveau des goûts, ça devait y être. Donc après, c'est assez logique. Et c'est vrai, c'est moi où sur le dessus il avait remis la peau un peu grillée de la volaille justement, qui faisait une espèce de tuile. C'était ça qu'il avait essayé de faire, je crois. C'est ça, ouais. C'était stylé. Lucas, pareil, Pierre premier chez toi, mérité donc.
Oui, mérité. Pour moi, exactement comme l'a dit Seb, Pierre, clairement, c'est un des meilleurs cuisiniers, je pense. Est-ce qu'il va gagner? Je ne sais pas. Mais sur des épreuves comme ça, il a des fulgurances. Il est capable de mettre tout le monde derrière lui. On l'a vu déjà avant qu'il se fasse éliminer. Donc pour moi, oui, il méritait d'être premier. Je ne l'avais pas mis la semaine dernière premier, il me semble, parce qu'il revenait en effet. Mais voilà, là, je pense qu'il mérite d'être premier. Et surtout, je voyais pas qui d'autre pouvait être premier, puisque, comme tu l'as dit, ça se joue entre Pierre et Mathias. Et j'avais du mal, à mettre Mathias premier, même si on juge sur toute la saison. Et encore, il fait pas une saison incroyable. Il a des fulgurances encore plus que Pierre, mais il est très irrégulier. Et j'ai trouvé que là, sur cet épisode-là d'hier, et où on a tous été d'accord pour le dire, c'est que il a été très en dedans. Il passe même pas le cut au niveau des sauces. Sur l'épreuve de la boîte noire, vous l'avez dit, il a semblé absent. C'était très, très compliqué pour lui. Là, sur la dernière chance, il passe, mais c'était compliqué. On n'a pas senti on a presque senti que Baptiste était moins bon que lui, plutôt que lui a été meilleur que Baptiste. Enfin, je sais pas si je suis compréhensible quand je dis ça, mais en tout cas sur 3 épreuves, il fait 3 épreuves et 3 épreuves où il est moyen, moins. Et j'ai du mal à mettre quelqu'un premier quand il traverse un épisode comme ça de manière très moyenne. Ouais, non mais je comprends, hein, voilà. Encore une fois, moi je vous dis, je le mets premier parce que en fait, non seulement je me base sur l'ensemble de la saison et j'essaie d'imaginer un peu le futur aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la semaine dernière, depuis 2 semaines, moi dans mes classements, je mets toujours Mathias au-dessus de Baptiste parce que je me dis oui, Baptiste a une meilleure dynamique, mais je pense que 7 fois sur 10, s'ils s'affrontent, c'est Mathias qui gagne. Bon bah, j'étais un peu déçu d'avoir raison hier, je dois le reconnaître, mais sauf que le futur, tu parles du futur, mais le futur, on va peut-être en parler, mais c'est la guerre des restos. Est-ce que tu vois Mathias alors oui, il a déjà son resto, mais c'est son resto. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut à peu près faire ce qu'il veut. Bon voilà, on sait pas exactement qu'est-ce qui se passe, mais ce que je veux dire, c'est que la guerre des restos dans Top Chef, c'est vraiment à 2. Il faut le faire à 2. On a vu assez de guerres des restos qui se sont pas forcément mal passées, mais Diego et David l'an dernier. Compliqué. Voilà, il faut vraiment être, en symbiose, il faut vraiment se comprendre, il faut vraiment travailler à 2. C'est peut-être l'épreuve où il faut le plus se comprendre avec son partenaire pour réussir. Est-ce que tu vois un Mathias réussir la semaine prochaine? Pas forcément, mais je le vois pas perdre non plus sur la dernière chance. Donc non, mais bon, voilà, encore une fois. Moi, c'est le sentiment que j'en ai aujourd'hui, mais que je suis le seul à avoir, puisque je crois qu'il y a que moi. Ah non, il y a Raphaël qui a mis premier. Voilà, on est 2 à le voir en premier. Vous êtes 4. Pas par hasard. Oui, non, mais voilà, Raphaël, on sait que c'est un peu son poulain aussi. Donc bon, aujourd'hui il y a ça. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué la guerre des restos de la semaine prochaine, mais bon, c'est l'épreuve qui va prendre toute la semaine. On a vu, je crois, qui allait avoir Bruno et Pierre ensemble, parce qu'à un moment on voit une manchette jaune et une manchette bleue se faire un check de la main, donc j'imagine qu'ils sont ensemble. J'ai pas pu voir qui y avait d'autres qui allaient être associés ensemble, mais bon, ça aussi c'est une épreuve que moi en tout cas j'attends beaucoup. Je sais pas pour vous, mais les candidats eux attendent beaucoup. Sarah nous le disait la semaine dernière, donc on va voir ce que ça va donner. Je redonne quand même le classement aujourd'hui officiel du Micro-ondes podcast, à savoir en 1 Pierre, en 2 juste à 1 point près Mathias, 3 Arnaud devant Sarah et Mohamed qui sont à égalité, 4 et 5e. Il va falloir juste, je vais regarder comment on va les départager. Le problème c'est que ils ont tous les deux une 2e place. Bon, je ferai peut-être une médiane, on essaiera de voir si on les départage ou si on les met 4e ex aequo. Et en 6e Bruno qui lui pour le coup est un petit peu en dessous niveau points. Voilà messieurs, c'est comme ça qu'on va mettre un terme déjà à cet épisode du Micro-ondes podcast. Merci beaucoup à toutes et tous de nous avoir écoutés. Pour nous retrouver, vous avez le choix entre les différentes plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Stitcher, YouTube aussi, plein d'autres. On est sur les réseaux sociaux, sur Twitter @micro-ondescast, sur Facebook et Instagram c'est Micro-ondes podcast en entier. Seb et Lucas, on peut vous retrouver sur Twitter @elvola pour Lucas. Je sens que tu m'attends au tournant. C'est Elvola et pas Lucas Vola. Bien sûr, c'est Elvola. Et Sébastien, @Sébastien_TDA, c'est bien ça? C'est ça. Génial. Et @RaoulVDG pour moi. Messieurs, un grand merci.
Merci. N'oublions pas que c'est Thomas le premier du Power Ranking. Merci. Oui, j'allais dire, j'avais prévu de te demander si tu t'étais remis de la semaine dernière, mais bon, on a vu que ça avait l'air d'aller quand même, Lucas. Oh oui, on passe rapidement à autre chose. Vous savez, dans cette société, maintenant, on jette, hein, on prend, on jette, et voilà, on passe à autre chose. Tout va très vite dans le football. On se retrouve jeudi prochain pour débriefer l'émission de la veille. On a très très hâte. Bonne semaine, bon appétit et des bisous. Ciao, ciao. Allez, mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je vais aux toilettes. Oh le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, nom de... C'est de la pomme de terre. 30 secondes. Alors attends, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un truc dur. Ça coûte, c'est marrant, on a un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre? J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer chez toi? J'ai pas envie de rentrer chez toi. Je veux pas rentrer chez moi. Il est parti. C'est la catastrophe. J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3,